La corruption représente plusieurs milliards de dollars chaque année. Ce sont des sommes d'argent considérables. D'un côté, on a de grosses entreprises et de l'autre, des chefs d'État. Tout est dissimulé, camouflé. Ce genre de pratique n'a jamais lieu au grand jour. Mais une affaire pourrait bien faire changer les choses. Les personnes au pouvoir n'aiment pas vraiment qu'on s'intéresse de trop près à ce qu'elles font. Une affaire impliquant des premiers ministres et des princes. Je ne crois pas qu'on détienne le monopole en matière de corruption. Des accusations de chantage. Du chantage? Bien sûr. Et une caisse noire de plusieurs milliards. Il s'agit de quelques personnes très puissantes. On parle là de représentants du pouvoir légitime. On appelle ça l'argent noir. Les gens volent cet argent parce qu'ils le peuvent. Nous allons enquêter sur l'argent noir, sur l'argent de la corruption internationale. Arrêtez de fouiner partout, tout ça ne vous regarde pas. Occupez-vous de vos affaires. Bus 840, traffic's British now, head 2 right and a left turn northbound. Clear to land, traffic, speed 2 jets departing. 13 mai 2008, Houston, Texas. Le vol 195 de British Airways atterrit à l'aéroport international George Bush. Le PDG de BAE Systems se présente au contrôle d'immigration. La société BAE Systems, basée en Angleterre, est également connue sous le nom de British Aerospace. Il s'agit du troisième plus gros fabricant d'armes du monde. Son principal client n'est autre que le Pentagone. Bienvenue aux États-Unis. Mais la visite du PDG tourne vite au vinaigre. Il est visé par une enquête du ministère de la Justice. Des policiers armés le conduisent dans une salle d'interrogatoire. Lorsque vous faites l'objet d'une enquête, les autorités américaines n'hésitent pas à utiliser tous les moyens légaux afin d'obtenir des informations. Les policiers photocopient ses documents, téléchargent les informations contenues dans son téléphone portable et lui remettent une citation à comparaître devant un tribunal fédéral. Le ministère de la Justice a adopté une méthode agressive. Il voulait envoyer un message fort et dire que les États-Unis prenaient cette affaire très au sérieux. L'enquête portant sur BAE Systems fait partie d'une série de mesures anticorruption radicales menées par le ministère de la Justice. L'affaire BAE est un test dans la lutte internationale contre la corruption. L'affaire a débuté dans les années 80 avec la signature d'un contrat d'armement international de 80 milliards de dollars. Ce contrat, portant sur la vente d'avions de chasse, implique BAE, le Royaume-Uni et l'Arabie Saoudite. Le principal artisan de ce contrat d'armement n'était autre que l'ambassadeur saoudien à Washington, le prince Bandar bin Sultan. C'est celui qui se fait parfois appeler Bandar Bush. Oui, c'est celui que tout le monde surnomme Bandar Bush, en raison de ses liens étroits avec le président Bush et la famille Bush. C'est un homme très bien introduit. Un fin négociateur et ami des princes et des présidents qui entretient des relations avec les deux principaux partis politiques américains. Vous connaissez le prince Bandar? Bien sûr, très bien. Comment le décririez-vous? C'est un maître dans l'art de la diplomatie. C'est un bon ami. On a même chassé la caille. Dans le sud, quand on invite quelqu'un à chasser la caille, ça veut dire qu'on est proche de lui. Bandar est un bon ami à moi. C'est quelqu'un de très charismatique. Il soignait ses relations politiques. Il était proche du gouvernement américain et de plusieurs gouvernements européens, en particulier des Britanniques. Ces relations étaient utiles et bénéfiques pour tout le monde. En 1985, le prince Bandar est chargé d'obtenir de nouveaux avions de chasse pour l'armée de l'air saoudienne. Il se tourne d'abord vers les États-Unis et le président Ronald Reagan se montre favorable à cette idée. Les Saoudiens ne pouvaient pas acheter directement aux États-Unis. Le Congrès s'y serait opposé à cause du lobby israélien.
C'était plus facile, pour des raisons politiques, d'acheter les avions britanniques. Tout s'est fait dans le secret. Le premier ministre britannique de l'époque, Madame Thatcher, et le président américain Ronald Reagan ont aidé Bandar à obtenir ce contrat de vente d'armement. Elle nous a dit qu'elle considérait l'Arabie Saoudite comme un allié puissant et qu'elle était prête à aider de son mieux le royaume. Fin de la discussion. Les seuls détails à régler étaient d'ordre technique. Je me souviens quand Mme Thatcher m'a dit qu'elle avait signé un accord incroyable qui allait créer des milliers d'emplois en Grande-Bretagne et assurer de grosses rentrées d'argent. C'était un accord entre le gouvernement britannique et le gouvernement saoudien. Le sous-traitant, celui qui allait livrer les avions, était British Aerospace. Le contrat est connu sous le nom Al-Yamama, la colombe en arabe. Il s'agit d'une victoire politique pour Margaret Thatcher et le Royaume-Uni. Bandar assiste à la signature du contrat par son père, le puissant ministre saoudien de la Défense. Le secret qui entoure le contrat Al-Yamama alimente de forts soupçons de corruption au sein même de la famille royale saoudienne. En échange des avions, les Saoudiens offrent du pétrole. Ce pétrole représente d'importantes sommes d'argent liquide qui n'apparaissent pas dans les comptes publics. Il y a forcément des soupçons avec une affaire qui implique une telle somme d'argent en liquide. Bien sûr qu'il y a des soupçons. Bien sûr que les gens ont le droit de se montrer méfiants, mais ne confondons pas soupçons et faits avérés. Si les gouvernements britanniques et saoudiens ont signé un accord souverain portant sur la vente d'armes et que cela a entraîné la création d'emplois et de richesses en Grande-Bretagne, tout en permettant aux Saoudiens de se défendre, je ne vois pas ce qu'il y a à y redire. Il y a toujours eu des rumeurs autour du contrat saoudien de vente d'armes, mais personne n'a jamais rien pu prouver. Au sommaire de ce journal, Accusation de corruption en Grande-Bretagne. D'importantes commissions auraient été versées. 28 avions sauveront 28 000 emplois dans l'industrie aérospatiale. La rumeur enfle. Un homme vit l'affaire de l'intérieur. Peter Gardiner est un agent de voyage haut de gamme basé à Londres au moment de la signature du contrat. Un de ses clients est le cousin du prince Bandar, le prince Turki bin Nasser. En tant que commandant en chef adjoint de l'armée de l'air saoudienne, il est chargé de gérer le contrat Al-Yamama. Le niveau de vie de ces personnes s'était considérablement amélioré durant cette période. Vous voulez parler du prince Turki Nasser? Oui, son style de vie a changé du tout au tout. Tout à coup, il avait plusieurs avions, plusieurs hôtels particuliers. Il s'était lancé dans un projet de construction à Beverly Hills. Il avait plusieurs avions magnifiques, sans oublier un yacht. L'argent semblait couler à flot. Un autre changement s'opère. Gardiner apprend que toutes les factures de ses services doivent désormais être adressées à BAE. Je devais être joignable 24 heures sur 24, 365 jours par an. Quand un Saoudien vous disait « je veux ceci ou cela », vous deviez d'abord demander l'autorisation à BAE? Les autorisations devaient venir directement de BAE, que ce soit pour de petites sommes ou pour 500 000 livres. Quand on vous demandait votre métier, que répondiez-vous? J'étais une sorte de super valet. On proposait tout un tas de services, des chambres d'hôtel, des billets d'avion, n'importe quoi. On vous a même demandé un jour d'affréter un avion pour expédier une Rolls-Royce. À plusieurs reprises, on nous a demandé d'expédier des voitures en Arabie Saoudite. Le prince est un passionné de voitures de collection. Cette demande n'avait rien d'exceptionnel. Gardiner et son équipe s'occupent également des amis du prince et de sa famille. Les filles adoraient faire du shopping. Il leur arrivait d'acheter des tonnes de choses. Une fois, on a été obligé d'affréter un 747 à Los Angeles pour pouvoir rapatrier tous leurs achats en Arabie Saoudite. Pour leurs achats? Oui. Un avion rempli de sacs. Des tas de gens rêveraient de pouvoir mener ce genre de vie. C'est encore mieux que la vie d'acteur parce que là, on a en plus un passeport diplomatique. C'est un monde totalement différent. Un monde assez confidentiel, d'habitude.
La famille du prince Turki bin Nasser n'est pas la seule à profiter de ces largesses. Lors du mariage de son fils avec la fille du prince Bandar bin Sultan, c'est l'agence de voyage de Gardiner qui a organisé leur voyage de noces, un somptueux tour du monde de 2 mois. Je suis allé là-bas en éclaireur pour tout organiser. Ils savaient exactement où ils voulaient aller. Ils voulaient commencer par Singapour, ensuite Bali, et après ils sont allés à Hawaï. Qui a payé pour le voyage de noces de la fille du prince Bandar? C'est BAE qui a payé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi c'était BAE qui payait et non la famille royale saoudienne? J'ai posé la question à BAE. BAE nous a dit qu'il s'agissait d'un accord confidentiel entre les 2 gouvernements. Un contrat entre 2 gouvernements, mais qui prévoit des billets d'avion, des voyages de noces, des Rolls-Royce. Oui. C'est du jamais vu. Je n'avais rien vu de tel auparavant, ni depuis. C'était un cas unique. Pendant des décennies, les États-Unis sont restés le seul pays au monde où de telles pratiques étaient considérées illégales. Tenter de soudoyer un officiel d'un autre pays peut vous envoyer en prison. Cette loi anticorruption découle directement du scandale du Watergate. Pendant le procès du Watergate, il apparaît que de grandes entreprises ont versé des sommes d'argent en liquide pour la campagne de réélection du président Nixon. Avez-vous contribué financièrement à la réélection du président? Oui. J'ai appelé le régulateur d'une de nos sociétés aux Bahamas et je lui ai dit que j'avais besoin de 50 000 $. Et il me les a apportés. 50 000 $ sous quelle forme? C'était du liquide. Ce qui a éveillé mes soupçons, c'est que ces versements en liquide au comité de réélection du président n'apparaissaient pas dans la trésorerie des entreprises. Je savais que c'était illégal. Stanley Sporking travaille pour la commission de contrôle des opérations boursières, la SEC, qui régule les sociétés cotées en bourse. Quand vous avez entendu parler de sommes en argent liquide, qu'avez-vous pensé? Comment Gulf Oil déclare un paiement en liquide de 50 000 $? Sur quel compte apparaît-il? Est-ce qu'ils ont un compte intitulé corruption? J'ai demandé à un de mes enquêteurs de se renseigner sur cette affaire. Stanley est venu me voir un matin. Il était dans tous ses états. Il voulait savoir comment une chose pareille était possible et surtout ce qu'on pouvait faire contre ça. Quand on a enquêté sur ces fonds, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas seulement utilisés sur le territoire américain pour financer illégalement des campagnes électorales. On a découvert que cet argent était également utilisé pour soudoyer des officiels à l'étranger afin de remporter des contrats. Au cours de son enquête, Sporking découvre que 500 entreprises américaines ont dépensé des centaines de millions de dollars pour acheter aussi bien des premiers ministres que des policiers à l'étranger. Mais une telle pratique n'est pas illégale. Ces pots de vin pouvaient être déduits de leurs impôts? Oui, les sociétés déduisaient ces paiements en liquide au même titre que n'importe quelle autre dépense. Soudoyer un membre d'un gouvernement étranger, ce n'était pas interdit. On pouvait très bien le faire, et si ça permettait de conclure un accord par la suite, alors tant mieux. On a mis au point un programme de confession volontaire, et plus de 500 entreprises se sont signalées. Des centaines d'entreprises sont venues se confesser? Oui. Quand je suis arrivé au pouvoir, j'ai découvert que la commission de contrôle des opérations boursières avait récolté le témoignage de plus de 100 dirigeants d'entreprises impliqués dans ce que je considère comme des activités criminelles, à savoir la corruption. J'étais ravi de voir de telles pratiques disparaître. Mais nous avons mis le pied dans un nid de frelons. De nombreuses sociétés nous ont dit qu'elles ne pouvaient pas rester compétitives à l'étranger contre les Français, les Anglais ou je ne sais qui, si elles ne soudoyaient pas les acheteurs. Malgré la forte opposition des entreprises américaines, le Congrès adopte en 1977 le Foreign Corrupt Practices Act, ou FCPA, interdisant aux entreprises utilisant le système financier américain d'avoir recours aux pots de vin afin de conclure des accords commerciaux.
Je pense que partout dans le monde, les gens ont observé ce qui se passait aux États-Unis en se disant « c'est génial, mais pas pour nous ». La loi a finalement été adoptée. Les Américains avaient du mal à faire des affaires parce qu'ils savaient qu'ils risquaient la prison s'ils essayaient de soudoyer les représentants des gouvernements étrangers. Même si le ministère de la Justice poursuit d'importantes entreprises américaines comme General Electric, Lockheed et Goodyear, d'autres entreprises continuent à avoir recours aux pots de vin. Les habitudes n'ont pas changé. Les entreprises qui avaient recours aux pots de vin avant la promulgation de la loi FCPA ont continué à le faire, mais elles se montraient beaucoup plus prudentes. Hell, Tommy, we've all got the Foreign Corrupt Practices Act committed to memory. I got a little copy of it taped to the wall of my head. Dans le film Syriana, des entreprises américaines continuent à verser des pots de vin malgré la loi. Corruption? We have laws against it precisely so we can get away with it. Corruption is why we win. Le film Syriana s'inspire des mémoires de l'ancien agent de la CIA, Robert Baer. Vous versiez des pots de vin? J'ai soudoyé des tas de gens. On me payait pour ça, c'est ce qu'on m'a appris à faire. J'ai travaillé 21 ans pour la CIA. J'ai dépensé des millions de dollars pour soudoyer des fonctionnaires, des princes du Golfe, pour payer des prostituées à ces princes du Golfe. Étiez-vous parfois en compétition avec des entreprises multinationales? Bien sûr, c'est eux qui ont l'argent. Soyons honnêtes. À la CIA, on est des amateurs à côté. Les grandes entreprises nous battent à plat de couture. Les grandes entreprises se plaignent auprès du Congrès. Selon elles, la loi contre la corruption les désavantage pour faire des affaires à l'étranger. Le gouvernement américain demande donc à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique basée à Paris, de se pencher sur le problème de la corruption. Le procureur suisse, Mark Piet, est un allié de la première heure. J'ai donné des conférences devant des dirigeants d'entreprises en France. Ils m'ont dit « À quoi est-ce que vous jouez ?» Je me souviens, c'était l'heure du petit déjeuner. La salle était remplie de PDG des plus grandes entreprises françaises avec leurs yeux braqués sur moi. Je les regardais manger. Là, ils m'ont dit « Vous êtes fou. Pourquoi est-ce que vous détruisez notre façon de faire des affaires? Vous êtes l'esclave des Américains. » L'esclave des Américains? L'esclave des Américains. Vous, un procureur suisse? Oui. Au début des années 90, nous nous sommes attaqués à la corruption à l'aide de moyens légaux. L'ancienne magistrate française, Eva Joly, a révélé la plus grande affaire de corruption de l'histoire de France. Elle réclame, elle aussi, un accord international. C'était une véritable révolution. Les personnes au pouvoir n'aiment pas qu'on s'intéresse de trop près à ce qu'elles font. Il faudra presque 10 années de lobbying pour que les membres de l'OCDE acceptent de promulguer un traité, la Convention anticorruption. Qu'est-ce qui les a poussés à changer d'avis? C'est difficile de défendre les pratiques de pots de vin. Ces pays ont accepté de signer cette convention parce que c'était leur seule option possible. C'était impensable que certains pays disent « Non merci, on préfère que nos entreprises continuent à verser des pots de vin ». C'est dur de se déclarer publiquement en faveur de la corruption. Exactement.